Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est l'ethnomathématique? L'ethnomathématique, c'est une discipline passionnante dont on pourrait dire en quelque sorte qu'elle étudie des mathématiques faites par des gens qui ne savent pas qu'ils font des mathématiques. On trouve dans la plupart des civilisations à toutes les époques des pratiques artisanales ou artistiques qui font intervenir des raisonnements, des schémas qui sont mathématiques ou logiques. On en trouve par exemple dans les rythmes de certaines danses traditionnelles, on en trouve dans les techniques de tissage, dans les méthodes de vannerie, mais l'exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui des frises. Une frise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une bande sur laquelle on a un motif qui se répète régulièrement. Voici un exemple de frise. Donc vous voyez, vous avez un motif qu'on pourrait prolonger aussi longtemps qu'on veut, sur la droite comme sur la gauche. On trouve des frises, notamment pour décorer des objets, des poteries, on en trouve même dans notre vie de tous les jours. Si vous regardez sur des tissus, si vous regardez un peu autour de vous, vous verrez certainement des frises un peu partout, et vous pouvez en observer aussi dans la plupart des musées. Cette frise-là que je vous montre, elle possède une propriété géométrique très étonnante, c'est que si on la retourne, comme ceci, on obtient exactement la même chose. Autrement dit, cette frise-là, elle possède une propriété géométrique qui est d'être invariante par une rotation de 180 degrés. Cette frise-là, cette deuxième frise, possède exactement la même propriété. Vous voyez que si je la retourne, on obtient la même chose. On peut la retourner autant de fois qu'on veut. Mais elle possède une autre propriété que la première n'avait pas, c'est qu'elle possède des axes de symétrie. Vous voyez que ici, là, ou là, on a des axes de symétrie. Autrement dit, cette frise-là, si je la regarde dans le miroir, elle est aussi invariante, on voit la même chose. Autrement dit, à chaque fois qu'on est face à une frise, on peut faire la liste de ces différentes propriétés géométriques. Est-ce qu'il y a des rotations qui la laissent invariante? Est-ce qu'il y a des symétries verticales ou horizontales? Et par conséquent, on peut classer les différentes frises qui existent en plusieurs catégories selon leurs propriétés géométriques. Et si on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'au final, il existe en tout et pour tout 7 catégories de frises. Pas une de plus, pas une de moins. D'ailleurs, c'est un théorème mathématique, on peut le montrer parfaitement clairement et parfaitement précisément en géométrie. D'ailleurs, plusieurs civilisations, très tôt dans l'histoire, avaient déjà trouvé ces 7 catégories de frises, même si bien sûr elles n'avaient pas fait la démonstration mathématique qu'il n'y en avait pas d'autres, mais elles avaient trouvé les 7 catégories qui existent. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit c'est bien, mais une frise c'est un motif qui se répète uniquement linéairement, sur une seule dimension. On pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si on veut aller un peu plus loin et qu'on cherche maintenant un motif qui se répète non pas seulement sur une dimension, mais sur 2 dimensions. Autrement dit, un motif qui va recouvrir entièrement une surface. Eh bien ça, c'est ce que l'on appelle en mathématiques un pavage. Des pavages, de la même façon, vous en avez un peu partout dans votre vie de tous les jours. Si par exemple vous regardez le carrelage de votre cuisine, eh bien c'est un pavage. On peut faire des pavages par exemple avec des dalles carrées, on peut aussi faire avec des dalles rectangulaires. On peut aussi le faire avec des dalles hexagonales, c'est ce que font par exemple les abeilles dans leurs ruches. Et de la même manière qu'on peut le faire pour les frises, on peut étudier les propriétés géométriques d'un pavage et classer les différents pavages en différentes catégories selon leurs propriétés géométriques. Et cette fois, il est possible encore une fois de démontrer qu'il existe en tout et pour tout 17 catégories de pavages. Et puis on peut aller encore plus loin. Une fois qu'on a fait les frises qui se répètent en une dimension, les pavages en 2 dimensions, on peut se demander existe-t-il des motifs géométriques qui se répètent en 3 dimensions, autrement dit dans l'espace tout entier? Eh bien la réponse est oui, et en voici un exemple. Vous voyez qu'ici on a une structure géométrique qui se répète bien dans l'espace, qui est tout simplement basée sur un empilement de cubes. Ceci c'est un exemple, mais il en existe d'autres, des structures géométriques qui se répètent dans l'espace, et de la même façon qu'on a fait pour les frises, puis pour les pavages, on peut les classer en catégories selon leurs propriétés géométriques. Et si on fait ceci, eh bien on se rend compte cette fois qu'il existe au total 230 catégories de structures géométriques dans l'espace. Et puis, quand on y réfléchit un peu et qu'on regarde cette structure, on se dit que ça fait aussi penser à quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir que en maths, mais dans une autre discipline qui est la chimie. Cette structure-là, elle fait un peu penser à des atomes qui seraient reliés entre eux par des liens. Et effectivement, si on étudie la structure de la matière, il existe des matériaux qui sont composés de cette façon-là, d'une structure géométrique qui se répète en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle des cristaux. Et la cristallographie est la discipline qui étudie ces cristaux et qui étudie leurs propriétés, à la fois géométriques quand on regarde les atomes, et à la fois les propriétés de ces matériaux qui sont constitués de ces structures. Et là, on se retrouve face à un de ces liens assez magiques, assez mystérieux, assez jubilatoires et très étonnants, tels qu'on aime en découvrir quand on fait des sciences. Comment aurait-on pu imaginer une seule seconde que ces hommes et ces femmes qui, il y a des milliers d'années, parfois même avant l'invention de l'écriture, cherchaient juste
des motifs géométriques pour décorer leurs objets, pour décorer leur poterie, étaient en réalité en train de faire les tout premiers raisonnements, étaient en train de jeter les prémices de ce qui est aujourd'hui devenu un des domaines essentiels de l'étude de la structure de la matière.